Donc, je présente le professeur Guy Gilbert, qui est économiste des universités émérites, donc École normale supérieure Paris-Saclay. Il est fondateur du groupement de recherche sur les administrations locales en Europe, CNRS, ancien membre du Conseil des impôts, membre du Conseil scientifique de l'AFD. Il a participé à de très nombreux comités de réforme sur les finances locales en France. En tant que consultant, il a participé à diverses missions relatives aux finances locales et à la décentralisation en Afrique, Ghana, Sénégal, Maroc, Tunisie, mais également en Israël et en République tchèque. Il est auteur de nombreux articles et ouvrages sur les finances locales et la décentralisation. Le dernier en date est en collaboration avec Bernard Daflon, Économie politique et institutionnelle de la décentralisation en Tunisie, donc publié en 2018, AFD. Merci. Donc, professeur, je vais vous passer la parole pour votre présentation. Merci. Bonjour à tous et ravi de participer à ce séminaire, de retrouver des têtes connues, d'autres pas, mais en fait de travailler sur ce sujet si important. Des 40 ans de décentralisation en France, j'aimerais en fait extraire 3 questions que je vais examiner tour à tour et apporter des réponses à ces 3 questions. Première question, la France de 2020 est-elle un pays décentralisé? Deuxième question, est-ce que la décentralisation en 2020 ressemble à la décentralisation au premier jour des lois de décentralisation 40 ans avant? Et enfin, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour des pays en développement dont le modèle d'organisation s'apparente au modèle français? La France est-elle un pays décentralisé? Je vais l'examiner d'un triple point de vue. Premier point de vue, celui de la carte institutionnelle. Eh bien, cette carte fait apparaître à la fois la spécificité de l'organisation institutionnelle française, et cette spécificité, c'est en fait d'avoir 2 niveaux intermédiaires de collectivité, alors que dans les pays unitaires, en général, on en a un seul. Là, on a des régions au nombre de 12, des départements au nombre de 95, et on a en dessous des communes, 35 000 communes, c'est-à-dire que la France est un pays très émietté du point de vue communal, mais le phénomène nouveau, c'est que ces communes sont toutes désormais membres d'établissements de coopération intercommunale qui ne sont pas encore des collectivités territoriales, mais qui ont des pouvoirs qui s'en rapprochent, notamment en termes de compétences et en termes de fiscalité. Et on parle aujourd'hui donc de bloc communal, même si seules les communes restent pour l'instant des collectivités locales. C'est un système qui donc, un dispositif qui s'applique à la France entière. Et donc, on a donc un système qui, on va le voir tout à l'heure, est en mutation. Il est en mutation vers une organisation à 3 étages, bloc communal, département et région. Deuxième élément qui caractérise cette France décentralisée, le poids des collectivités locales au plan macroéconomique. Les dépenses des collectivités locales pèsent sensiblement 12% du PIB, c'est-à-dire la moyenne européenne hors pays fédéraux, et 1 euro sur 5 de dépenses publiques en France l'est par les collectivités locales. Les collectivités locales sont également le principal investisseur public. Les 3/4 de l'investissement civil public, c'est le fait des collectivités locales. Ça représente 10% de l'investissement total en France et ces chiffres sont très légèrement supérieurs à ce qu'on observe en moyenne dans les pays européens. Enfin, ce sont des collectivités qui sont financièrement stables. Leur solde de financement oscille autour de 0, avec des années à capacité, des années à besoin de financement. Et enfin, la dette des collectivités locales, qui s'accroît légèrement, ne représente que 10% de la dette publique totale en France. Donc, la place des collectivités locales, macroéconomiquement parlant, est extrêmement importante.
À quoi servent ces dépenses? Ben, à des compétences dont le tableau vous est donné ici, mais je voudrais simplement faire remarquer que ces compétences ont tendance à s'accroître sur les 40 ans, notamment parce que régions, départements, communes sont en charge désormais de la gestion des personnels non enseignants dans les établissements scolaires, dont ils managent la construction, l'équipement et l'entretien, et que les régions sont devenues autorités organisatrices des transports non urbains et que les départements ont reçu un énorme paquet de compétences dans le domaine social, euh, aide à la dépendance, handicap, enfance et revenus de solidarité. Autrement dit, ces 19% du PIB sont consacrés à des compétences en accroissement. Dernier élément, eh bien, les ressources des collectivités locales, elles aussi sont importantes, du même ordre, puisque l'équilibre financier est obtenu, du même ordre que donc que les dépenses, 12% du PIB, mais la caractéristique, c'est que la part des ressources fiscales dans ces recettes des collectivités locales est relativement élevée. Elle est en légère diminution au fil du temps, je vais vous expliquer pourquoi, mais cette part est relativement importante. Si on ajoute les recettes propres des collectivités locales, les recettes fiscales transférées par l'État, on obtient les 2 tiers des recettes totales des collectivités locales. Le tiers restant, ce sont des transferts financiers de l'État pour une centaine de milliards d'euros, qui se répartissent entre un gros paquet à gauche de concours financiers qui sont mis dans une sorte d'enveloppe sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, qu'on appelle un prélèvement sur recette, c'est-à-dire on prend une part des recettes indivises de l'État et on les affecte globalement aux collectivités locales. Il y a également de la fiscalité transférée et il y a des transferts financiers hors prélèvement sur recettes et fiscalité transférée. Donc, nous avons là le tableau complet, institutionnel, dépensier et fiscal de collectivités locales relativement puissantes. La France est bien un pays décentralisé. Est-ce que la décentralisation de 1982, c'était la date des premières lois de décentralisation, ressemble à la France décentralisée de 2021? Ben, la réponse est non, et des mutations importantes se sont produites, et je vais les prendre successivement dans les 3 domaines que je viens d'évoquer. D'abord, sur le plan institutionnel, il faut vous dire que l'activité législative en matière de décentralisation en France a été vibrillonnante pendant ces 40 ans. Une succession de lois, des lois de compétences, des lois constitutionnelles, des lois organiques, et puis aussi des dispositions financières très souvent logées en loi de finances. Et ces lois racontent des histoires quelquefois convergentes, quelquefois divergentes, voire quelquefois franchement antagonistes. J'ai utilisé 2 codes couleurs différents pour les premières et pour les secondes. Mais le seul point que je voulais indiquer véritablement, c'est qu'en 2003-2004, on a eu une réforme constitutionnelle qui a fait entrer la décentralisation dans la Constitution française. L'article 1er dit que la France est une république indivisible et elle ajoute, point, son organisation est décentralisée. Puis d'autres articles plus techniques que j'évoquerai tout à l'heure. Première mutation de la carte institutionnelle, je l'ai évoqué très légèrement. La première mutation, c'est effectivement la transformation graduelle de l'échelon local qui est en train de muter vers le bloc communal, un ensemble composé d'une collectivité locale, la commune, et d'établissements publics de coopération intercommunale. Il y en a en France 1250 et sans aucun doute à terme,
ces 1250 constitueront les 1250, excusez-moi, super communes que l'on aura en France demain. La deuxième mutation, toujours à l'échelon communal, c'est l'échelon métropolitain. La France est dotée de 21 métropoles aujourd'hui. Deuxième caractéristique, elle concerne essentiellement les départements. Le droit à modifier à la marge les statuts des collectivités locales, ce droit a été reconnu par la Constitution et plusieurs collectivités départementales ont choisi des statuts dérogatoires, enfin des statuts différents. La métropole de Lyon, la communauté territoriale, la collectivité territoriale unique de Guyane, de Corse, de Martinique, la ville de Paris et une collectivité en 2021, collectivité européenne d'Alsace. Autrement dit, certaines formes de différenciation institutionnelle se font jour. Et je voudrais, pour clore ce point sur la mutation institutionnelle, dire que ces mutations portent des enjeux extrêmement importants. Le premier enjeu, c'est la mutation, comment dirais-je, des établissements de coopération intercommunale en collectivités territoriales de plein exercice. C'est très souhaitable, évidemment, parce qu'aujourd'hui, le bloc communal est empilé, communes qui se défendent et intercommunalités qui progressent, avec son lot de confusion dans le partage des compétences, d'empilement des dépenses et bien entendu d'empilement des impôts. Et puis le deuxième point, c'est le point de savoir comment la déconcentration que recherche l'État français, l'État central, et les collectivités locales, la décentralisation, peuvent s'articuler l'une l'autre. Jusqu'à présent, le niveau de collectivité auquel cette articulation se réalisait, c'était le département. Or, pour des raisons essentiellement de rationalisation budgétaire, le niveau essentiel aujourd'hui de la déconcentration, c'est la région. Or, la collectivité régionale en France n'a pas si bonne presse que cela auprès de l'administration centrale, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'interface déconcentration-décentralisation ne marche pas si bien qu'il ne marchait il y a quelques années, et c'est un problème. Mutation maintenant fiscale. Eh bien, cette mutation est extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'avec les lois de décentralisation, le système fiscal antérieur, qui était un système fiscal d'impôts empilé, tout le monde avait les mêmes bases d'imposition et régions, départements, communes empilaient leurs taux les uns sur les autres. Ce système a volé en éclats, notamment parce que la taxe professionnelle, l'impôt local sur les activités économiques, a été mise sous tension, a provoqué des disparités de taux qui ont fait hurler les secteurs économiques, ce qui fait qu'après différentes étapes, ce système a été réformé en 2009-2010 et est devenu un impôt essentiellement proportionnel, un impôt local, essentiellement proportionnel sur la valeur ajoutée. Par ailleurs, un autre pilier de la fiscalité locale, l'impôt sur les résidents, la taxe d'habitation, est en train de disparaître. Et avec ces deux disparitions et évidemment les compensations fiscales qui est avec, une bonne partie du pouvoir local de taux a disparu ou est plus fortement encadré qu'il ne l'était dans le passé. Ce qui fait que les degrés de liberté des collectivités locales en matière fiscale ont fait, si j'ose dire, les frais de la modernisation des assiettes qui s'est déjà réalisée essentiellement pour les activités économiques et qui est en train de se réaliser pour la taxation des habitants. Il faut dire que cette mutation qui ampute donc l'autonomie fiscale des collectivités, qui n'est pas reconnue d'ailleurs par la Constitution,
et qu'il l'ampute est favorisé par une écriture constitutionnelle extrêmement restrictive concernant la liberté de vote des taux. Dernière mutation, mutation du système de transfert financier. Eh bien, ces transferts financiers ont été très généreusement abondés tout au long de la période, du moins jusqu'au début des années du présent siècle. Mais les tentatives, couronnées de succès d'ailleurs, ont été constantes de les encadrer de façon de plus en plus sérieuse. On est passé d'une indexation sur le PIB nominal, on est passé à une seule indexation sur l'indice des prix, puis une indexation partielle, puis pas d'indexation du tout, puis une coupe sombre entre 2012 et 2015 dans les montants nominaux, et enfin la signature entre l'État et les grandes collectivités de contrats prévoyant que pour bénéficier de 100% de l'évolution des dotations de l'État, les collectivités s'engageaient à modérer la croissance de leurs dépenses. Ceci a eu comme conséquence que les transferts de l'État étant de plus en plus contraints, des modifications internes ont été apportées au paquet des transferts financiers de l'État, au détriment de la compensation et au bénéfice de la péréquation. Cette péréquation a été introduite étape par étape au fur et à mesure qu'on supprimait des impôts locaux. Autrement dit, je supprime un impôt local, je le remplace par une ressource qui va faire des gagnants et des perdants par rapport à la situation intérieure. Les gagnants contribuent à la compensation des perdants. Voilà la constitution multi-étage de la péréquation à la française. Et dernier élément, on voit apparaître dans les dispositifs de péréquation le bloc communal comme tel, qui apparaît comme un des éléments de prélèvement et comme réceptacle de dotation de péréquation. Donc la mutation institutionnelle dont je parlais tout à l'heure est en marche. Qu'est-ce que l'on peut tirer de ces éléments que je viens de résumer très brièvement pour des pays qui sont dotés d'un système apparenté? Je vais évoquer 5 points successifs. Premièrement, et je reviens sur le calendrier des réformes en France, on constate que les réformes qui ont été prises soit dans des lois organiques, voire des lois constitutionnelles, ou dans des lois dédiées, dites lois de décentralisation. On a pompeusement parlé de l'acte 1, de l'acte 2, de l'acte 3 de la décentralisation, mais on s'aperçoit que des lois de finances ont fait ou défait ou transformé une partie des dispositions qui étaient contenues dans ces lois. Ça m'inspire une réflexion plutôt réservée sur la pratique française de ces 20 dernières années dans ce domaine, où on peut se demander si un calendrier aussi haché, aussi séquentialisé, est bien raisonnable, alors que l'on sait que les problèmes tenant à la décentralisation sont des problèmes interdépendants. Pas de loi de compétences sans carte institutionnelle, pas de compétences sans impôt, pas de transfert sans impôt, pas de mise en œuvre sans un cadre comptable et sans capacité. Ces problèmes sont mêlés, on les a traités de façon séquentielle avec, me semble-t-il, beaucoup de confusion, d'où une abondance de textes législatifs et, il faut bien le dire aussi quelquefois, un niveau normatif pas satisfaisant. Il n'est pas raisonnable de confier au décret des dispositions trop importantes. Concernant les compétences, la France a sans doute choisi d'écrire des lois de compétences, comme on le voit d'ailleurs dans beaucoup de pays, y compris dans des pays africains que je connais, une écriture assez politique des lois de compétences. On n'analyse pas les compétences à transférer, mais on les transfère de façon un peu générique.
Et c'est une approche qui autorise en réalité des jeux politiques de défaisance et d'appétence. Les collectivités locales veulent exister, demandent des compétences, et l'État veut se défaire, notamment de dépenses, de champs qui coûtent beaucoup d'argent, et donc on s'en défait. La France a de très beaux exemples de grosses bêtises faites dans ce domaine, et c'est ce que j'appelle l'écriture politique. Cette écriture politique, elle est servie par des concepts juridiques dont personnellement je trouve qu'ils sont et flous et dangereux. On les rencontre dans un certain nombre de pays en développement et personnellement je le déplore. Le concept de bloc de compétences est à mon avis un concept inutile, voire dangereux. Le concept de chef de file n'a aucun sens dans un pays où il n'y a pas de tutelle entre un niveau de collectivité et un autre. C'est pourtant le cas en France où on dit que ce concept de chef de file a une épaisseur juridique. Moi, je ne lui en vois aucune. Et enfin, le concept d'intérêt local est une façon de botter en touche pour ne pas avoir à partager de façon substantielle les compétences entre les communes et les intercommunalités. Autrement dit, l'expérience française sur les lois de compétences m'amène à des réflexions qui, je pense, peuvent être d'un certain intérêt pour les pays en développement qui seraient tentés d'emprunter les mêmes chemins. Concernant la fiscalité, d'une part, il faut bien reconnaître qu'il n'y a pas de décentralisation fiscale sans des effets bases localisés et au moins en partie des effets taux. La France, comme je le disais tout à l'heure, a connu l'expérience d'une disparition ou d'une raréfaction progressive des effets taux. Il ne reste plus aujourd'hui, et j'ai mis quelques tableaux que je ne commande pas faute de temps dans les diapositives qui vous permettent de voir où se situent les effets taux, c'est-à-dire les marges de manœuvre fiscales des collectivités locales. Ces marges de manœuvre sont aujourd'hui rétrécies. Et elles le sont parce que, de nouveau, l'écriture des lois organiques en domaine sont des écritures qui sont extrêmement favorables, comment dirais-je, à l'amputation des effets taux. La Constitution ne reconnaît pas la décentralisation fiscale et en tire toutes les conséquences avec notamment ce que je viens de dire à propos des ressources propres. Dernier élément que j'ai rencontré également en Afrique, à mon grand regret, le concept de potentiel fiscal est tordu par la loi organique française qui y ajoute des dotations de l'État, ce qui est une hérésie sur le plan conceptuel et ce qui est évidemment dangereux sur le plan de la décentralisation. En revanche, l'expérience française a un élément relativement positif. Si l'on veut transformer les assiettes des impôts locaux pour les moderniser, je pense par exemple aux patentes que certains pays africains connaissent encore, et qu'on veut la faire migrer vers la valeur ajoutée par exemple, eh bien, on introduit un plafonnement à la valeur ajoutée ou un plafonnement au revenu pour la taxe d'habitation, et puis après cette étape intermédiaire, eh bien, on décrète que l'assiette de la patente, c'est la valeur ajoutée, l'assiette de la taxe d'habitation, c'est le revenu. J'en viens maintenant à la péréquation. Alors, l'expérience de péréquation, comme je le disais en France, c'est une expérience de péréquation par empilement. Empilement, à chaque fois qu'on a réformé la fiscalité locale, eh bien, on a mis en place un dispositif de péréquation, ce qui fait que la péréquation a elle-même changé de nature. Elle était auparavant verticale, c'est-à-dire on organisait la modulation péréquatrice des transferts reçus de l'État. Là, il s'agit en fait de dispositifs horizontaux où les gagnants compensent les perdants. Mais la conséquence de ceci, c'est qu'on a un système, comment dirais-je, de péréquation qui défie l'entendement.
une petite poignée de personnes en France comprennent à peu près de quoi il s'agit. C'est d'une complexité extravagante, complexité qui, bien entendu, comme toujours, sert quelques intérêts particuliers, car il existe des niches, et par ailleurs interdit ou rend extraordinairement compliqué l'évaluation de la performance péréquatrice du dispositif. Je crois que de ce point de vue-là, la France, qui consacre beaucoup d'argent à la péréquation, euh, n'est pas un exemple à suivre. Je pense que des systèmes de péréquation bimodaux, péréquation des ressources d'un côté, péréquation des besoins de l'autre, est un système infiniment plus simple et il faut lutter de toute force pour empêcher cette complexification de la péréquation qui n'est pas un synonyme de performance. Dernier élément, maîtrise du volume macroéconomique des transferts. Qu'est-ce que nous enseigne l'expérience française? Si on veut contrôler l'évolution macroéconomique des transferts, premièrement, il faut mettre sous enveloppe. Il faut mettre sous enveloppe, mais la question c'est de savoir si cette enveloppe, on la protège budgétairement ou non. La France a choisi une solution qui, de ce point de vue-là, n'est pas si mauvaise, bien qu'elle ne soit que franco-française, je crois, c'est celle du prélèvement sur recettes, qui consiste à inscrire en première partie de loi de finances, avant tout arbitrage budgétaire sur les crédits dépensiers, donc prélèvement sur recettes qui dit telle proportion des recettes indivises de l'État sont transférées aux collectivités locales. Ça les met en quelque sorte un peu à l'abri des arbitrages budgétaires annuels. La deuxième, mais les questions qui se posent ensuite sont les questions qu'est-ce qu'on met dans l'enveloppe et comment on fait évoluer l'enveloppe annuellement? Est-ce qu'on fait comment dirais-je, une évolution avec des règles annuelles ou pluriannuelles? En France, elles sont plutôt annuelles parce qu'elles sont inscrites en loi de finances. Est-ce qu'on utilise un index stable ou des arbitrages budgétaires annuels? Je viens d'y répondre. Et la question se pose de ce qu'on met ou non dans l'enveloppe. Le ministère des Finances en France n'a cessé de vouloir tout mettre dans l'enveloppe. Il n'y est pas toujours parvenu. Par exemple, il n'a pas pu mettre dans l'enveloppe le fonds de compensation de la TVA, qui est la principale dotation de soutien à l'investissement local. Eh bien, cette dotation est hors enveloppe et les collectivités locales, très souvent, n'ont pas véritablement les moyens, ou en tout cas ne se donnent pas les moyens politiques de discuter de la mise sous enveloppe ou du maintien hors enveloppe d'un certain nombre de dotations. On voit bien donc de la technique budgétaire française en matière de contrôle du volume macroéconomique du transfert aux collectivités locales est une technique qui renvoie à un fonctionnement politique bien particulier. Ceci étant dit, la sécurisation financière des collectivités locales implique sans doute un cadrage pluriannuel de l'évolution des transferts. Ça a été le cas à certains moments en France, mais pas toujours. Je vous remercie.